Récemment, j'ai eu l'occasion de revoir dans son intégralité l'excellente série Rome, produite par HBO et la BBC entre 2005 et 2007. Cette série dépeint les dernières décennies de la République romaine, de la victoire de Jules César à Alésia en -52 jusqu'au triomphe d'Octave en -29, faisant de lui le futur Auguste, le premier empereur romain. Si ces intrigues politiques, ces combats épiques et ces scènes torrides ont ouvert la voie chez HBO à des séries telles que Game of Thrones, la force de Rome est avant tout de mêler intelligemment histoire et fiction. Les personnages principaux sont en effet deux légionnaires, Lucius Vorenus et Titus Pullo, dont les exploits fictifs croisent sans cesse les grands personnages de cette histoire romaine. Malheureusement, la série, qui devait s'étendre sur 5 saisons, fut annulée à l'issue de la seconde, obligeant son créateur à condenser certaines intrigues des saisons 3 et 4 dans la deuxième moitié de la saison finale. Aujourd'hui, je vous propose donc un épisode d'Analepse un peu singulier. En analysant son récit, en découpant ses intrigues et en revoyant sa chronologie, reconstruisons ensemble les saisons manquantes de cette série emblématique. Bref, aujourd'hui on imagine la suite de Rome. Évidemment, cette émission va divulguer les différentes intrigues de la série, alors si vous souhaitez garder la surprise, abonnez-vous à Analepse, allez voir la série et revenez voir l'émission une fois les 2 saisons dévorées. La mise en garde étant faite, débutons maintenant par un état des lieux des saisons existantes. Comme je l'évoquais en introduction, la première débute en -52 à la victoire romaine d'Alésia et se termine 8 ans plus tard, aux Ides de Mars, le 15 mars -44, avec l'assassinat de Jules César. La saison 2, quant à elle, s'étale sur une période plus longue, de 15 ans, puisqu'elle reprend son intrigue le jour même de la mort du dictateur et se conclut par le triomphe d'Auguste, les 13, 14 et 15 août -29. Avec ces seuls éléments, il serait difficile d'imaginer la suite de Rome, mais heureusement pour nous, Bruno Heller, le créateur de la série, nous a livré quelques pistes de réflexion dans une interview donnée au Hollywood Report en 2008. J'ai découvert à la moitié de l'écriture de la 2e saison que l'émission allait s'arrêter. La 2e saison devait originellement se terminer avec la mort de Brutus, la 3e et la 4e se seraient déroulées en Égypte, et la 5e devait s'intéresser à l'émergence du Messie en Palestine. Partons alors de ces quelques phrases pour repenser intégralement la chronologie de Rome. L'annulation de la série ayant eu lieu pendant l'écriture de la saison 2, on peut considérer que la saison 1 est conforme aux intentions de l'auteur et qu'elle ne nécessite donc aucun découpage. En ce qui concerne la saison 2, Bruno Heller rapporte qu'elle aurait dû se conclure avec le suicide de Brutus, c'est-à-dire le 23 octobre -42, après sa défaite face aux troupes d'Octave et de Marc-Antoine lors de la seconde bataille de Philippe en Macédoine. En partant de ce postulat, nous aurions eu une saison 2 beaucoup plus détaillée, puisque ces épisodes auraient couvert une période de 2 ans et non de 15. Au cours de cette saison, les auteurs auraient pu par exemple s'attarder sur le fait que dans certaines parties du bassin méditerranéen, la guerre civile qui avait opposé César à Pompée était loin d'être terminée. Sextus, le fils de Pompée, était notamment à la tête d'au moins 6 légions en Espagne et continuait de défendre avec force la cause de son père. De même, le personnage de Brutus et son image vertueuse de libérateur d'un peuple opprimé par un tyran aurait pu être davantage remis en cause. En effet, les historiens sont aujourd'hui bien plus dubitatifs sur ses véritables intentions, et ce pour plusieurs raisons. D'abord à cause de son passif autocratique, lorsqu'il était gouverneur de la province de Cilicie en Turquie actuelle, qui l'avait amené à utiliser l'armée à des fins personnelles. Mais aussi par la découverte de pièces de monnaie émises l'année suivant l'assassinat de César et comportant le visage de Brutus au revers. Or jusqu'à présent, César avait été le premier et l'unique à être représenté de son vivant sur des monnaies, ce qui avait été jugé là encore comme un acte autocratique. Brutus marchait-il finalement dans les pas de sa célèbre victime? Rêvait-il lui aussi d'un pouvoir personnel? Autant de questions qui auraient pu rendre cette saison 2 particulièrement intéressante. En ce qui concerne les saisons 3 et 4, malheureusement Bruno Heller se montre particulièrement évasif en évoquant simplement que leurs événements se seraient déroulés en Égypte. Mais si l'on considère que chaque saison, pour le moment, se termine par la mort d'un personnage important, on peut imaginer la chronologie suivante pour la saison 3.
Celle-ci aurait pu débuter en -40, quelques mois après la mort de Brutus, avec le partage de l'Empire entre les triumvirs, et se conclure en -29, avec le suicide de Marc-Antoine et le triomphe d'Octave. La saison 3 durerait alors 10 ans, ce qui est certes bien plus long que les saisons précédentes, mais toujours plus court que les 15 ans de la saison 2 originale. À mes yeux, l'avantage de ce format serait de pouvoir apporter un peu plus de nuances dans le récit de l'affrontement des deux protagonistes. En effet, la saison 2 souffrait d'un certain parti pris en relayant parfois des événements tels que la propagande impériale d'Auguste les avait dictés. Or, aujourd'hui, plusieurs éléments sont remis en cause par les historiens. Les accusations sur le train de vie qu'Octave prêtait à Cléopâtre et Marc-Antoine en Égypte a sans doute été largement exagérées par le futur empereur. De même, les citations compromettantes extraites du testament de Marc-Antoine, lues par Octave aux sénateurs romains, furent soigneusement choisies et sorties de leur contexte pour lui porter préjudice. Bref, l'archéologie et l'histoire nous présentent aujourd'hui un Marc-Antoine bien moins dépravé que le laissait entendre la série, et je pense qu'une saison 3 prenant en compte ces nuances aurait pu grandement gagner en qualité. La saison 4, en toute logique, aurait alors dépeint l'affirmation du pouvoir d'Auguste, ses réformes radicales de la vie politique et sociale de Rome, mais aussi ses difficultés à se trouver un successeur. Ces éléments auraient constitué un contexte parfait pour une nouvelle saison, mais dans son interview, Bruno Heller affirme que celle-ci devait se dérouler en Égypte. Il faut donc nous éloigner de Rome et recentrer notre intrigue sur cette province. Depuis la conquête romaine, l'Égypte est devenue une province impériale au statut particulier. Le Sénat est en effet écarté de sa gestion au profit de l'empereur, qui exerce un pouvoir exclusif par l'intermédiaire d'un préfet. Par ailleurs, la province est frappée de plusieurs interdits, notamment celui de se doter de son propre Sénat. Différents documents archéologiques évoquent alors le développement d'un sentiment anti-romain au sein des élites d'Alexandrie. Pour maintenir la Pax Romana, Rome compte évidemment sur ses soldats en poste dans la province, mais aussi sur ses vétérans, restés définitivement dans la région après la guerre contre Marc-Antoine. On pourrait alors imaginer Vorenus et Pulo, nos deux centurions, s'installer en Égypte à l'issue de la saison 3 et faire face à l'opposition croissante des locaux au cours de cette 4e saison. Toutefois, un autre événement égyptien aurait pu inspirer les auteurs de la série, l'histoire de Caius Cornelius Gallus. Cet officier de César, rallié à Octave, fut le premier préfet d'Égypte, choisi par l'empereur autant pour ses qualités que pour l'amitié qui les unissait. Mais Gallus, soucieux de gloire, fit graver en Égypte un texte vantant ses exploits militaires. Dans celui-ci, le Romain se présente comme l'héritier de l'idéologie royale pharaonique. Un papyrus retrouvé par les archéologues évoque également sa volonté de battre sa propre monnaie, rompant ainsi le lien de subordination à Rome. Inquiet d'une potentielle sécession de l'Égypte et se sentant trahi par son ami, Octave retira à Gallus sa charge de préfet. Il fut également exclu de l'ordre équestre, condamné à l'exil, à la confiscation de l'ensemble de ses biens, ce qui poussa le Romain à se suicider en -26. Aussi, j'imagine une saison 4 construite de la manière suivante. Une première séquence d'une poignée d'épisodes autour de l'histoire du préfet Gallus permettrait d'installer le récit en Égypte. Le reste de la saison se concentrerait alors sur les difficultés des Romains à diriger la province, mais aussi sur les oppositions croissantes entre les habitants d'Alexandrie et les populations juives. Une fois n'est pas coutume, je ne sais pas quand terminer cette 4e saison. Les premiers temps de l'histoire égyptienne sous domination romaine ne disposent pas d'un grand nombre d'événements connus des historiens. Et pour maintenir une cohérence globale, je pense que cette saison pourrait durer approximativement une dizaine d'années et se conclure aux environs de -20. À en croire Bruno Heller, la 5e et dernière saison aurait dû dépeindre l'émergence de Jésus de Nazareth en Galilée. Les historiens savent encore peu de choses de la vie historique de Jésus. On sait que vers ses 30 ans, il devient le disciple de Jean le Baptiste, un prédicateur populaire en Judée, avant de s'en séparer et de lui-même s'entourer de disciples. Après une longue ellipse, je débuterai alors cette dernière saison à Nola, dans la banlieue de Naples, en août 14, avec la mort du premier empereur. Octave est en effet un personnage que les spectateurs suivent depuis le premier épisode de la série, aussi je vois mal les auteurs faire l'impasse sur son décès. Le récit se poursuivrait alors en Judée, avec l'annonce du décès de l'empereur, qui plongerait directement le spectateur dans les tumultes de la région.
En effet, la Judée est à cette époque une sous-province de la Syrie, administrée par les Romains avec brutalité et autorité, ce qui déclenche des révoltes régulières. Une poignée d'années avant la mort d'Auguste, Judas le Galiléen mène par exemple une révolte contre les occupants romains, au cours de laquelle il préconise l'action violente mais aussi le pillage. La saison 5 s'inscrirait donc dans l'histoire du mouvement contestataire juif et pourrait mettre en scène cette grande effervescence politico-religieuse qui touche la région, jusqu'à évidemment représenter les dernières années de la vie de Jésus. Mais alors quand se terminerait cette saison ? Par la crucifixion de Jésus ? Par son procès ? À titre personnel et en m'inspirant de la fin ouverte qui concluait la série originale, je pense plutôt que l'épisode du Sermon sur la montagne, qui marque le début des enseignements de Jésus, serait une fin plus pertinente et plus proche d'un happy ending. On se trouverait donc en présence d'une dernière saison, se déroulant sur une quinzaine d'années, mêlant à la fois intrigue politique anti-romaine et développement religieux et spirituel. Avant de conclure, j'aimerais ajouter quelques mots au sujet des personnages principaux, Lucius Vorenus et Titus Pullo, dont je n'ai finalement pas beaucoup parlé. D'abord, en tant qu'historien, je n'ai pas beaucoup d'éléments à apporter sur une histoire fictionnelle comme la leur, hormis l'intrigue les concernant que j'ai suggérée pour la saison 4. Aussi, n'hésitez pas à utiliser les commentaires en dessous de la vidéo pour proposer votre propre vision de l'histoire de Vorenus et Pullo. Je préciserai tout de même qu'il n'y a aucune chance pour que ces deux personnages traversent l'intégralité de la série. En imaginant qu'ils sont âgés d'une vingtaine d'années au premier épisode, la fin de la 5e saison les mènerait à un âge proche des 100 ans. Ce n'est pas impossible, mais peu probable. Aussi, je pense que l'apparition de nouveaux personnages dans la saison 2 originale, tels qu'Agrippa, Mécène ou même Voréna, n'est pas un hasard. Leur rôle était à mon avis de créer une nouvelle dynamique de personnages afin de remplacer nos deux centurions qui auraient pu vivre une retraite plus ou moins paisible en Égypte. Finalement, cette petite expérience m'a permis de constater qu'il n'était pas facile d'imaginer des intrigues se déroulant durant les premières décennies de l'Empire romain. Le régime autocratique établi par Auguste, après des décennies de tensions et de guerres civiles, a offert une stabilité politique à l'Empire durant près de 200 ans, ce qui ne facilite pas le travail des scénaristes. Toutefois, ce serait une erreur d'imaginer cette période comme un temps calme, sans péripéties. Comme Bruno Heller l'avait bien compris, s'éloigner de Rome permet de retrouver du rebondissement, de l'aventure, notamment en Orient. Même si j'ai essayé aujourd'hui de vous consoler, en imaginant une suite possible à Rome, on ne peut évidemment que regretter l'annulation de la série. D'abord, rares sont les réalisations qui, par leurs décors, leurs costumes, leurs accessoires, ont autant cherché à représenter Rome dans son authenticité, sale, dangereuse et populeuse, à contre-courant des représentations hollywoodiennes. Mais surtout, la grande réussite de la série est d'avoir compris ce qui fait la richesse de cette période, c'est-à-dire, pour reprendre les mots de l'historienne Mary Baird, pas seulement un sujet d'histoire et de recherche, mais aussi d'imagination, de fiction, d'horreur et de divertissement. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche pour ne pas louper les prochaines émissions. Si vous aimez l'histoire romaine, j'ai une autre vidéo concernant Jules César, ou sinon vous pouvez me rejoindre sur Twitch, où en ce moment je teste le jeu Imperator Rome. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, ciao.